Vendredi aujourd'hui, 10 juin, ça veut dire qu'on se parle de politique internationale et comme d'habitude, Benoît Lapierre est avec nous. Salut Benoît. Bonjour Louis-Philippe. On retourne en France encore parce que les élections, c'est pas fini. Ils ont choisi un président, mais là, il faut choisir les députés et en fin de semaine, c'est le premier tour qui s'organise. Benoît, après 4 élections, là, les Français sont-tu tannés à chaque 5 ans? Au moins, on peut dire que c'est une fois aux 5 ans, mais c'est vrai qu'à chaque 5 ans, on renouvelle tout. Et là, après ça, c'est pas fini. Il va y avoir les régionales, après ça, les municipales, plus tard dans l'année. Donc oui, à chaque 5 ans, il y a un gros cycle électoral où on change vraiment la composition en profondeur des dirigeants français. Premier tour, justement, là, législatif, on s'attend à quoi en fin de semaine? Là? C'est quoi qu'on regarde? En France, comment que ça marche quand on élit nos députés? C'est par 2 tours. Donc, le premier tour, ça va se passer le 12, donc ce dimanche. Il y a vraiment des grosses listes, il y a beaucoup de choix. Et après ça, si un candidat réussit à avoir 50% des votes, il est automatiquement élu. Mais s'il y a personne qui a une majorité de vote, on fait un deuxième tour. Et là, c'est tous les candidats qui ont eu 12,5% au premier tour ont le droit d'aller pour le deuxième tour. Et après ça, justement, là, c'est vraiment plus des jeux d'alliance qu'il va y avoir. Souvent, il va y avoir des personnes qui vont se rassembler, ou comme on a pu voir un petit peu avec la présidentielle, où il y avait beaucoup de candidats qui sont ralliés à Emmanuel Macron parce qu'ils ne voulaient pas voir le Rassemblement national au pouvoir. Donc, on a environ cette même chose-là qui se passe, mais à l'échelle des comtés, il y a 577 comtés. Donc, potentiellement, il peut y avoir 577 alliances différentes. Et ça, c'est vraiment au niveau de la ville ou même d'un département, un quartier, ou ce qui est là après ça, c'est vraiment des jeux de micro-alliances qui peuvent arriver. Les candidats sont associés au parti, c'est comme au présidentiel, il y en a beaucoup qu'on retrouve. La République En Marche, tu me disais, avait bonne posture pour les premières rondes, on va dire ça comme ça. Est-ce que l'engouement pour ce parti-là, est-ce que les gens l'associent à leurs députés locaux ou est-ce qu'ils l'associent à Emmanuel Macron? C'est beaucoup plus avec Emmanuel Macron, par exemple. En politique française, c'est le cas aussi, mais spécialement avec la République En Marche, c'est vraiment le parti d'Emmanuel Macron. Et après ça, toute la communication est faite autour du président, toutes les mesures, les grandes mesures, et tout le temps aussi communiquées par le président. Donc ça, c'est vraiment, même si en politique canadienne, des fois, le député a moins d'importance et c'est vraiment le chef, mais en France, dans certains partis, dont lui et le parti d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, c'est vraiment le cas où c'est les chefs de parti qui ont le plus gros poids, la plus grosse communication. Et après ça, la seule chose que ces chefs-là espèrent, c'est que leur candidat dans un comté va pas se mettre le pied d'un plat et après ça que le chef soit obligé de défendre ces positions-là. Quand je regarde les derniers sondages, ça va être vraiment une lutte à 2, peut-être à 3 dans certains comtés. Là, il y a vraiment 2 partis qui sont au coude à coude. Il y a la République En Marche d'Emmanuel Macron qui a environ 25-26%. Et il y a aussi la nouvelle Union populaire écologique et sociale qu'on nomme le NUP. Ça, c'est vraiment la fédération de partis de Jean-Luc Mélenchon où le candidat a réussi à fédérer tout le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti écologiste, ensemble pour justement faire une liste pour essayer de ramasser le plus de voix possible pour pouvoir faire une compétition honnête avec Emmanuel Macron. Donc ces 2 partis-là sont environ à 26-27% des voix. Et pour l'instant, les derniers sondages qu'on voit, c'est que le NUP, justement l'alliance de Jean-Luc Mélenchon, serait légèrement en avance au premier tour. Toutefois, il faut savoir que vu que c'est un système à 2 tours, ça ne veut pas dire que ça va être ces résultats-là qu'on va avoir dans l'urne. Il y a des chances que ce soit distorsionné une fois qu'on va ouvrir les deuxièmes boîtes de scrutin. Mais est-ce que c'est un plan de Jean-Luc Mélenchon? Ça fait depuis les présidentielles qui en parlent. Ça pourrait marcher, là. Oui, c'est pas impossible. Là, tout dépendant après ça. Au premier tour, on élimine tout le monde qui est en bas de 12%. Pour voir c'est qui reste, où est-ce qu'on se rallie. On peut donner un exemple, mais si les candidats vraiment plus à droite sont éliminés au premier tour, il y a peu de chances qu'ils appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ils vont peut-être préférer, à faute de mieux, avoir un candidat plus centriste, plus près de leurs idées. Une autre chose qui peut peut-être nuire, qu'est-ce que je lisais dans les analyses, c'est que Jean-Luc Mélenchon, son vote, il est vraiment concentré dans certains endroits. Jean-Luc Mélenchon fait des très bons scores dans les centres-villes et dans les banlieues françaises des grandes villes. Et tandis que Emmanuel Macron, lui, son score il est vraiment plus homogène un petit peu partout alentour. Il n'y a aucune place vraiment où ce qui fait des scores très importants, mais c'est tout le temps environ, c'est ça, 25-30% entre les différents comtés. Donc, lui, il s'assure d'être là au deuxième tour. Toutefois, comme tu as dit, Jean-Luc Mélenchon avait dit au présidentiel après ça, nommez-moi premier ministre pour faire face à Emmanuel Macron. Et bien, pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a rien qui est coulé dans la pierre, sauf qu'il y a quand même des bonnes chances, au moins, d'avoir une opposition forte après ça à l'Assemblée nationale française. Cette coalition-là, justement, à gauche, là, elle est menée par Jean-Luc Mélenchon.
Et c'est fou parce que le Parti socialiste en fait partie et eux étaient présidents carrément il y a à peine une dizaine d'années. Là, ils sont même plus tête d'affiche. Là. Ce genre de coalition-là, à part pour Jean-Luc Mélenchon, qui est comme le gros poisson de l'aquarium, tous les autres, c'est un calcul politique pour se dire que de toute façon, il n'y aurait aucune chance de faire élire des députés tout seul. Donc après ça, on se met ensemble pour au moins on négocie un comté, ce comté-là, ou ce que ça va être un candidat d'un tel. Donc ça, c'est vraiment symptomatique de les partis qui n'ont pas assez d'électorat pour faire élire des députés eux-mêmes. Et bon, il y avait les écologistes, il y avait le Parti communiste, que ça, c'est quand même assez récurrent qui utilise cette stratégie-là, mais c'est la première fois que le Parti socialiste français, qui a été au pouvoir durant le temps de Mitterrand pendant longtemps, et après ça, on a eu François Hollande, il y a même pas 10 ans, c'est François Hollande qui se faisait élire, après ça, il gagnait les législatives, et après ça, il gagnait aussi les municipales dans les grandes villes, il gagnait les régionales. Il y a 10 ans, le Parti socialiste français, c'était vraiment la force politique de l'heure. Et 10 ans plus tard, ce parti-là est en train de négocier une place en arrière de l'autobus pour pouvoir avoir une chance de peut-être faire élire quelques députés. Ça a vraiment été une débandade totale pour ce parti-là. Et aussi le Parti républicain français, où ce que eux sont cavaliers seuls, mais sont quand même crédités de une dizaine de pourcents de vote. Alors que eux aussi ont été présidents, après ça on peut se rappeler Nicolas Sarkozy. C'est l'arrivée de Emmanuel Macron qui a vraiment comme cassé les deux grands partis traditionnels français. Et ça, on peut faire un petit parallèle ici aussi avec la politique québécoise. Pendant presque 40 ans, ça a été le Parti québécois et le Parti libéral du Québec qui se partageaient le pouvoir une fois un, une fois l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est la CAQ qui a vraiment cassé ça et que maintenant on voit que le PQ, ça va être très difficile pour lui. Dominique Anglade avec le Parti libéral va garder ses châteaux forts, mais ça va être difficile de faire des gains en dehors de ça. Pour finir rapidement, là, Benoît, revenir sur un candidat qui est probablement un des plus médiatisés, mais que les retours sur investissement est probablement pas très élevé. Monsieur Éric Zemmour, là, qui se présente aussi aux législatives cette année. Là. Oui, les législatives avec son parti Reconquête. Pour l'instant, les sondages qu'on voit, ça a encore le temps de changer, mais il serait crédité de 5,5 %. Éric Zemmour avait quand même tendu la main avec le Rassemblement national pour essayer que ces deux partis-là soient ensemble pour justement faire élire des députés. Marine Le Pen avait refusé cette proposition-là, donc ça fait que maintenant on a deux partis vraiment campés très à droite, mais qui ne réussissent pas à se démarquer. Reconquête avec Éric Zemmour, 5 % et Marine Le Pen, 19 %. Ça va être difficile de gagner des majorités autour de la France avec ces chiffres-là. Zemmour, les premiers sondages qu'on le voyait, on le créditait de 15, 17 % et en haut. On pensait même qu'il pouvait dépasser Marine Le Pen. Il a fait beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup de déclarations en emporte-pièce, comme je me rappelle, il avait proposé un ministère de la réimmigration. Je crois pas que les Français avaient un appétit pour ça ou entendre ce genre de discours-là. Les intentions de vote vont vraiment baisser. Une chose qui m'a aussi surpris avec Éric Zemmour, c'est que avant qu'il soit officiellement candidat, il disait tout le temps « Ah, moi, je vais être le candidat une seule fois, je vais pas être un candidat permanent, un candidat de carrière ». Il a fait les présidentielles, il les a perdues, et là, tout de suite après, il annonçait qu'il allait être aux législatives, que son parti allait se faire. Là, on s'est rendu compte que Éric Zemmour, peut-être bien que ça va être rendu un candidat plus, pas perpétuel, mais un candidat plus stable, que là, on va le voir dans les législatives, peut-être bien qu'on va le voir après ça au municipal. On peut penser qu'il y a eu la piqûre de la politique en fin de compte et que sa promesse, entre guillemets, d'être un candidat d'une élection, ben peut-être qu'il va décider d'être plus un candidat permanent à l'avenir avec ça. Alors, Benoît, c'était notre dernière ensemble parce que je quitte vers d'autres aventures. Ça fait un plaisir là, de parler politique internationale avec toi semaine après semaine sur tellement différents dossiers. C'est toujours fascinant. Je voulais te remercier. Toi, tu continues à collaborer avec Radio Acton. Il y a Marianne Bessette qui, elle, est journaliste le matin, beaucoup pour le Club Sandwich, qui va reprendre ces chroniques-là avec toi, avec une nouvelle sauce, nouvelle horaire. Là, évidemment, je vais vous laisser... vous allez prendre ça... à deux selon vos deux personnalités, mais je voulais te remercier là, pour ces nombreuses collaborations. En effet, moi aussi de mon côté, Louis-Philippe, je voulais te remercier. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. C'était intéressant d'avoir notre rendez-vous hebdomadaire là-dessus. Et je te souhaite la meilleure des chances dans la suite de ta carrière. Merci beaucoup, Benoît. Au revoir.